Écoutez, merci. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions comme ça parce que ce serait plus long, puis j'ai pas la documentation précise. Simplement, je voudrais qu'on s'entende bien sur les mots. Qu'est-ce que c'est que la santé? Est-ce qu'on en est encore à la définition de l'OMS, un état de complet bien-être physique, psychique, social, et ne consiste pas seulement à une absence de lésion? La réponse est c'est une définition totalitaire qui n'est jamais atteinte. Et je crois qu'on doit rejeter cette définition. Ça a été un boulet, parce qu'on ne peut pas atteindre cet état social, je ne raconte pas, mais physique, psychique. Moi, la définition que j'ai, puisque j'ai été médecin généraliste avant d'être anesthésiste réanimateur, ce qui me semble, c'est que le rôle du médecin, ça doit être de maintenir un équilibre. De maintenir un équilibre entre les agressions intérieures venues de l'intérieur, les agressions venues de l'extérieur. La santé... alors, il faut l'approcher plus. Je vais me manger maintenant. Ouais. C'est maintenir un armistice entre les agressions, d'où qu'elles viennent, d'intérieur ou d'extérieur. Maintenir un équilibre. C'est comme ça que, par exemple, la santé, quelqu'un qui est hyper tendu, traité, ben, il est en bonne santé. S'il prend bien son traitement. Un diabétique qui regarde, qui équilibre bien, il est en bonne santé. Quelqu'un qui est né avec une insuffisance respiratoire, il sait qu'il ne fera pas des performances, mais je maintiens sa santé. Je suis un médecin, je négocie pour maintenir cet armistice dynamique. Et puis un jour je perds. C'est parce que le statut d'un homme sur la terre, c'est de vieillir et mourir. Mais en attendant, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit harmonieux. Donc c'est ça la santé. Donc on s'éloigne de cette définition utopique et qu'on n'atteindra jamais. Et je crois qu'il faut avoir plus de modestie que ça. Et puis de comprendre dans quel monde on vit. On a oublié qu'on était des êtres, c'est-à-dire avoir une quête du sens. Les hommes ne sont pas des mécaniques. C'est une conception qui vient de Descartes, qui a été en plus reprise par un médecin, Julien de la Métrie, l'homme-machine. Et on a évacué tout ce qui pouvait être une interrogation morale, métaphysique. L'homme n'est qu'une mécanique. Et en effet, on est une mécanique. Et à partir du moment où on a eu ce point de vue d'homme mécanique, on a fait des progrès considérables. On est une machine, c'est vrai, et on peut réparer la machine comme on va au garagiste. On peut réparer la hanche, on peut changer le poumon, le cœur, le foie, le rein, que sais-je. On est donc bien une mécanique. Oui, mais on est une mécanique avec une finalité. Et la finalité, c'est de produire du sens et recevoir du sens et de l'amour. C'est l'interrogation, à quoi sert cette mécanique? Elle sert à ça. Et les médecins ne sont pas penchés vraiment sur les objectifs de cette mécanique. Et on s'est réparé, pas éternellement, mais on a oublié qu'on ne pouvait pas réparer éternellement. Jung a une jolie expression, il dit le soleil, le matin quand il se lève, il est vigoureux et plein de lumière. Et le soir, il est languissant et tendre. Mais c'est le même soleil. Et je pense que pour l'énergie des hommes, des êtres humains, c'est la même chose. Le matin, ils sont en pleine forme. Puis le soir, il y a tout doucement un assoupissement. Et il faut accompagner ça. Donc la santé, c'est de maintenir l'harmonie. Et on a oublié que c'était ça, finalement, le boulot du médecin. L'harmonie intérieure, mais l'harmonie avec l'environnement. Je suis fils de médecin, j'ai fait cette médecine-là que je regrette, mais elle ne reviendra plus. Le médecin, il avait 5 fonctions. Le premier, c'était de faire le diagnostic correctement, de prescrire et d'essayer de guérir.
La deuxième fonction, c'était un médiateur familial. On appelait aussi le médecin de famille. Parce qu'il rentrait, par effraction, c'est vrai, dans le secret des familles. Il comprenait les tensions qu'il y avait entre la belle-mère, le gendre, le cousin cinglé. Donc, il était à l'intérieur de familles. Et c'était sur 3 générations, avec les collatéraux. Donc, un médiateur connaissait tout. Et on lui confiait d'ailleurs les secrets de famille. C'était aussi un médiateur social, dans la mesure où c'était un notable. Enfin, les médecins, ils étaient installés dans leur quartier, ils étaient reconnus, les commerçants. Des fois, ils se présentaient à la mairie. C'était un notable. Il avait sa place dans une société tranquille. Le médecin aussi, dans une société qui n'était pas hyper médiatisée ni hyper informée, on se disait, ce gars-là, il a été au contact de la vie, de la mort, du sexe, des déviations, des perversions. Il en a vu de toutes les couleurs, il sait la vie. Il doit être au courant des secrets mystérieux, nocturnes de notre existence, le pourquoi on est là. Et donc, c'était une autorité un peu, pas un gourou, mais enfin, il savait des choses. Et enfin, il était un accompagnant fraternel. C'est-à-dire que les gens qui avaient une maladie chronique, ils accompagnaient chez lui, ils essayaient de consoler. Et il était au pied du lit du mourant. Il n'y a pas de soins palliatifs, c'était pas ça. C'était ces 5 fonctions. J'ai beaucoup réfléchi à ce rôle, et il manque cruellement dans notre société, qui est un peu au premier degré, brutal. Pour revenir à la santé et aux soins, je me dis, est-ce qu'on ne fait pas la confusion aussi, puisqu'on s'est axé sur l'homme-machine réparable, en oubliant le pourquoi il est au monde, c'est-à-dire les anglo-saxons ont fait la différence entre care et cure. Cure, c'est donner des soins paramétrables, mais care, c'est prendre soin, accompagner, avoir du souci, voilà, du souci pour l'autre. Je me rappelle un service de soins intensifs. À l'époque, ça n'existe plus maintenant. La petite gentille infirmière, vieille dame au fond de son lit, bon, mais elle lui tient la main, c'est le soir qui vient, elle n'est pas tranquille, elle a mal, elle a peur, puis elle lui remonte un peu son oreille, puis elle lui dit des... Et sa surveillante arrive, dit, au lieu de perdre ton temps, comme ça, tu ferais mieux d'aller poser une perf. Donc, mais ça se dit plus, hein, c'est passé. Je pense. Et il n'y avait pas cette séparation. En tout cas, en France, sémantiquement, quand on dit soigner, ça veut dire les deux. Mais il faut être pragmatique et on fait la différence parce qu'il y a des histoires de prix. Et puis, la dernière chose que je veux dire, c'est quand on va parler des soins et de la santé, est-ce qu'on ne confond pas l'intérêt du groupe, par exemple la vaccination, c'est pas trop pour vous, c'est pour protéger le groupe contre les épidémies. Et puis, ça coupe et court à la propagation des épidémies. Et on croit que ça, bien sûr que ça protège aussi l'individu, mais on fait la différence. Et c'est pour ça que, par exemple, on est un pays, je veux dire, un pays merveilleux, je pense. On l'oublie. Vous parliez de l'ordonnance de 1945. Tous ces gars-là qui avaient fait de la résistance, il y avait quelque chose dans leur cœur, il faut partager. Et la protection sociale, c'était une idée géniale. On recueille la richesse du pays, les gens qui bossent, les impôts, non, les gens qui travaillent. Et puis on va le redistribuer à ceux qui sont malades, ou ceux qui sont en arrêt, ou aux personnes âgées. C'est une protection de solidarité. Puis en même temps, on a eu des idées géniales aussi à l'époque. On a inventé la PMI, protection maternelle et infantile. C'était pas pour la mère, c'était pas pour l'enfant, c'est pour favoriser un lien mère-enfant. C'était une entité
ils avaient rêvé. Il faut avoir de l'audace, et ils en avaient. Et je regrette qu'on ait abandonné cette idée du lien. Par exemple, maintenant, une femme qui va accoucher au bout de 3 jours, on la met à la porte, mais ils n'étaient pas plus bêtes que nous, nos anciens. Et ils les gardaient un peu plus longtemps. Pourquoi ? Parce que ces jeunes mères n'étaient pas toutes extrêmement cultivées, mais pendant qu'on les gardait, on apprenait le lien, à s'occuper de l'enfant, avoir un intérêt pour l'enfant, ça fabriquait ce lien. Et on gardait des gens un peu à l'hôpital, il n'y avait pas trop de soins, sauf localement. Mais voilà. Et on a oublié le lien. Parce qu'on protège l'individu à sa façon. Je voulais dire que la redistribution, elle fait pour protéger, dans le fond, le citoyen. C'est une redistribution froide. C'est de protéger et de distribuer à chaque citoyen. Mais les gens ne sont pas que citoyens, c'est aussi des individus qui ont leurs souffrances, leurs questions sur la mort, sur des interrogations irrationnelles, et qui demandent à la santé de les suivre, de comprendre leur intimité à eux. Évidemment, des fois ça va ensemble et des fois c'est contradictoire. L'individu et le citoyen, c'est pas pareil. Et donc, on sait soigner en théorie, bien sûr, et on a fait des progrès prodigieux. Moi, j'ai vu au cours de ma carrière de médecin tout ce qu'on a pu gagner. Mon père, qui était un fumeur, il a fait un infarctus, il était encore jeune. On l'a arrêté complètement, anticoagulant, et puis plus aucune activité. Et bon, ça a brisé un peu son élan, il l'a repris plus tard. Mais maintenant, quelqu'un qui aurait des signes d'infarctus, Suzanne peut en parler, on l'attrape, on la met en coronaro, on dilate, et il ne fera pas son infarctus. Il pourra aller courir à l'avenue de la République 3 jours après. La prévention de l'accident vasculaire cérébral. On a fait des progrès considérables, des molécules hyper puissantes. Voilà ce qu'on a gagné. Mais on a perdu. On a perdu aussi le lien. Le lien. Or, un homme, c'est un homme social. Jean-Baptiste de Foucault, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 3 cultures du développement humain », écrit en somme que chaque homme a 3 contrats qu'il faut remplir. Le premier, c'est le contrat du travail. On produit quelque chose, on appartient à une collectivité, un service, un objet, on produit. Et en contrepartie, on a un salaire, puis il y a des lois du travail, très bien, et ce travail est nécessaire. D'être au monde avec ce lien de la production, de la création. Le deuxième contrat, c'est le contrat qu'on a tous, les uns avec les autres. C'est le contrat d'altérité. Donner, recevoir, offrir, remercier, prendre, on a tous ça, parce qu'on vit ensemble. Et le troisième contrat, c'est le plus mystérieux, c'est le contrat du sens. Pourquoi cette douleur ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi cette injustice ? Donc c'est des contrats. Et il faut remplir ces 3 contrats pour être un homme complet. On est loin de ce que c'est que la santé et du soin. Alors, pour répondre à toutes vos questions, on a construit un système de santé. À l'époque, il n'y avait pas de système de santé. Au début, les médecins s'installent. Leur syndicat leur rappelle que c'est en 1926 qu'on a dit liberté d'installation, où on veut, la médecine payante, bien sûr, avec la trilogie déontologique, qui sont libre choix du médecin, je vais voir le médecin que je veux, colloque singulier, c'est-à-dire c'est régi par le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire c'est pas juridique ce que j'ai avec quelqu'un qui souffre, il n'y a pas de pouvoir, c'est un espèce d'échange d'empathie, pour faire par souci de l'autre. Colloque singulier, libre choix du médecin et secret médical. Nous qui sommes urgentistes, je ne suis pas sûr qu'on respecte à la lettre les trois principes de déontologie.
on ne le respecte pas du tout, parce que en urgence, on n'a pas de libre choix du médecin, on est bien content que n'importe qui arrive quand on est en difficulté. Le secret médical, qu'est-ce qu'il y a, ton malade? Ben voilà, il respire pas dans le secret médical. Écologue singulier, c'est réduit à rien. Moi, je me dis souvent, parce que j'étais un peu en guerre avec mon père, on ne faisait pas la même pratique. Et je trouvais que j'avais pas cette médecine lente qui n'en finissait pas, ce baratin. Voilà ce que je lui reprochais. Nous, au moins, les urgentistes, on sait ce qu'on fait. C'est vrai, quelqu'un qui a une crise de quéque néphrétique, on vient avec son injection et on ressuscite. Les gens, ils vous lâcheraient la main tellement ils sont soulagés parce que la crise de quéque néphrétique. Et donc, bon, on est payé, content, pas en numéraire, mais on est payé par ces gestes. J'ai été l'homme le plus important de la vie de centaines de gens. Je t'ai payé pour ça, je n'ai pas le mérite. C'est parce que je savais faire. Je n'étais pas plus mauvais réanimateur qu'un autre. Mais je ne sais pas qui. Je n'ai jamais rencontré personne. Et eux, ils ne savent pas. À la rigueur, ils connaissent le nom de leur chirurgien. Mais moi, qui étais plus important que le chirurgien en tant que réanimateur, ils ne savent même pas que j'existais. Donc, comme médecin, il n'y a pas eu de rencontre. Alors voilà le type de soins et de santé où on est maintenant. Alors, au début, l'hôpital, c'est un hospice. J'ai connu ça, cette commune. Au seuil de l'hiver, les gens qui étaient dans la rue, ils arrivaient à se faire hospitaliser en attendant des jours meilleurs. Ou alors, ils faisaient un petit délit, ils allaient en prison pour l'hiver. On dit, en prison, le lit est dur, mais la gamelle est sûre. Enfin, l'hiver, l'hospice et l'hôpital les prenaient. Mais maintenant, c'est impensable. À partir de 58, on a changé l'hôpital. On a fait venir des spécialistes à l'hôpital. On a donc changé l'hôpital, est devenu une spécialité. Et on a complètement inversé le système de santé. Le médecin, c'était lui qui était au contact, qui soignait, accompagnait. Puis quand il savait qu'il était un tout petit peu dépassé par les connaissances ou ce programme, il l'envoyait chez le spécialiste ou à l'hôpital. Puis c'était pas de bon goût de vous aller quand je faisais mes remplacements, dire il faut l'envoyer à l'hôpital. On dit mais attendez docteur, non, on va pas envoyer à l'hôpital, c'est l'anonyme. Ça veut dire qu'on s'intéresse plus à son malade. Eh bien on a changé cette vision et l'hôpital est devenu un hôpital de spécialistes. Et le médecin qui était à l'avant est parti, je ne sais pas où. Et l'hôpital a été le centre. Et donc, du coup, on a été bien obligé de paramétrer, de soigner la mécanique. Et on a été bon. Et d'ailleurs, aux jeunes médecins, on leur a appris des syndromes rares. Le syndrome de Spoon-Sepachuli, mais ils ne connaissent pas la vie quotidienne. Suzanne a une anecdote à raconter, tu ne l'oublieras pas, là-dessus. Donc, on a changé la culture médicale. Donc, accès aux soins. Quels soins on demande? Soins physiques, soins psychiques, soins d'environnement, soins d'accompagnement? Bien sûr que pas pour tout le monde. Bien sûr. On a une couverture universelle, généreuse, magnifique. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Il n'y a pas de pays comme la France. Je ne dis pas ça mon côté bleu, blanc, rouge, mais c'est vrai, cette protection. Mais il n'y a pas les moyens. Maintenant, il y a une disproportion entre les besoins qui s'expriment, qui sont des droits, après tout, au fur et à mesure, et les moyens qu'on met en face, il n'y a plus. Parce que la sociologie a changé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rembourser les problèmes de dents, pour les problèmes de lunettes? Je voyais à Paris les gens qui marchent toute la journée, parce que c'est des pauvres clochards, aux urgences. Moi, je me rappelle quand j'étais petit médecin, on disait, quand ton malade arrive, tu le déshabilles de la tête aux pieds, tu le regardes à poil, parce qu'il a des choses sur son corps qu'il faut aller investiguer. Mais aux urgences, au bout de 4 heures d'attente, qu'est-ce qu'on peut faire? On vient avec les yeux en bras, on regarde le bras. Mécanique, accès aux soins, on ne peut pas se le permettre, pour tous. On ne peut pas. Et je vous parlais de ces clochards qui marchent. Eh bien, c'est ça le premier soin, c'est de regarder ses pieds.
Parce que c'est ça qui les maintient vivants. Mais où est la consultation de podologie publique, et même privée d'ailleurs? Et donc, on n'a pas pensé quel type de soins. Puis notre population a vieilli. C'est la première civilisation, la première, où les gens vont vivre très très vieux, très très longtemps. Et c'est bien. On gagne chaque année quelques mois de vie. Oui, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est normal. Les pathologies qui n'avaient pas eu le temps de s'exprimer parce qu'on mourrait jeune, ben, elles s'expriment. Pluripathologie. Mais comment on fait? Et où on les met? Avant, on vivait sur 3 générations. Maintenant, on vit dans des T2, des T3. On ne peut pas vivre tous ensemble, s'occuper. Les gens qui doivent s'occuper de leurs parents, ils sont à la retraite. Eux aussi. Donc, première civilisation, ça ne s'est jamais produit dans le monde. Alors, tout ça me fait dire qu'on doit faire comme les gens de 45. Avoir l'audace de dire on est devant une crise, on va l'affronter. On ne va pas regarder dans le rétroviseur, puisqu'on est arrivé au bout d'un système. On va avoir l'audace d'affronter cette crise. Oui, mais moi je me rappelle, vous parliez, j'avais été au gouvernement, et moi j'avais pris mon bâton de pèlerin pour aller voir les administrations. Et les gens me disaient, mais en toute bonne foi et en toute naïveté, mais enfin, monsieur le ministre, on a toujours fait comme ça. Ben oui. Et puis, ils sont payés pour faire pareil. L'administration ne doit pas avoir d'audace créative. Elle doit reproduire. Et donc, comment on fait pour qu'il y ait l'accès aux soins pour tous? Et quels soins? Il va falloir trouver des solutions. Pas seulement mécanistes. Tout à l'heure, vous disiez la pauvreté, bien sûr. Pauvreté n'est pas que économique. Pauvreté de biens, pauvreté de liens. C'est-à-dire que, toujours pour citer Jean-Baptiste de Foucault, il disait, bon, pour trouver un petit job, il faut avoir des copains et un carnet d'adresse, si j'ose dire. Sans lien, vous ne trouvez pas de boulot. Oui, mais où est-ce qu'on fait les copains? On le fait au boulot. Et donc, c'est des copains qu'on va sur le trajet. Donc, ça se mord la queue. Avant, on vivait dans des sociétés traditionnelles. C'était des sociétés, le temps, j'allais dire circulaire, un temps cyclique, qui revenait, les moissons, les semailles, les vendanges, que sais-je. Ça revient chaque année, on fête ça, et on vieillit tous au même rythme. On a des coutumes. Et donc, il y a des choses qui ne se font pas. Dans mon pays, Corse, ça aurait été inadmissible de mettre ces vieux à l'asile. C'est pas possible. Le cousin un peu crétin, ben oui, mais bon, on le gardait à la maison. On n'aurait pas pu le mettre dans une maison, puis quoi encore? Et donc, il y avait ces liens implicites de société archaïque, on peut dire. Et en même temps, elles étaient tout à fait codées, en fait. L'enfant partait au service militaire quand il devenait adolescent. Il y avait des codes. Le baptême, le mariage, l'enterrement. Bon, il y a le curé qui traversait le village avec les enfants de cœur. Le mourant, ça ne lui faisait pas plaisir de mourir, mais il était entouré de la famille. Et surtout, les paroles qui se donnaient au lit de mort, c'était des vœux que devait accomplir le garçon. Donc, c'était comme maintenant, on vit en ville. On vit dans les villes. Et dans les villes, chacun est étranger à l'autre. Et c'est normal, on ne va pas se mêler des affaires des autres. Donc, à la fois, on est encouragé à être des individus, et à la fois, on est encouragé à ne pas être des individus, mais des citoyens. Alors, il faut savoir, on n'a pas encore trouvé les codes pour vivre ensemble. Accès aux soins, accès à la santé. Avec l'hôpital? Mais non. Il faut trouver des systèmes pour être le plus proche possible du poids des jours, du poids bobo, misère, malheur, de tous les jours, aider à porter ce fardeau. On ne sait pas pourquoi on est au monde. On ne sait pas pourquoi on a ces destins. On a besoin d'accompagnement.
j'allais dire, comme les anciennes religions archaïques. Chez les cathares, il y avait un sacrement, que je reprends à mon compte, je ne suis pas cathare, mais c'était le consolamentum. Je te console du poids de tes jours. On a un système de santé, ouais, qui est bon. Et une protection, c'est bon. C'est un filet qu'on lance pour les populations. Mais au fur et à mesure que ça se renouvelle, qu'on devient plus performant, et c'est un paradoxe, plus on est performant, moins on y arrive. On a un filet à trop large maille. Les mailles deviennent de plus en plus grandes pour ramener tous les gens. Donc il faut faire des mailles plus serrées. C'est comme ça qu'on aura un accès aux soins corrects, un accès à la santé. Notre système est trop lourd. Quand on dit les gens sont exclus, ils sont exclus par rapport à des cases. Ils sont exclus par rapport à des conditions on a essayé de tout prévoir, puis seulement, voilà, les hommes, ils ne collent pas à la case où on les attend. Donc on est toujours à côté, un pas de côté par rapport à la case où on vous attend, où votre problème est toujours particulier. On sait résoudre le citoyen, on ne sait pas résoudre l'individu. Voilà, moi, quelques mots que je vais vous dire, c'est qu'on est à l'aube d'un grand changement, parce qu'on est arrivé au bout d'un système, et moi je suis très optimiste, parce qu'on va changer, parce que les hommes ont envie de vivre. Voilà. Est-ce que je peux passer la parole à Suzanne ? Oui, madame, si vous voulez compléter le propos. Il nous reste 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, je dépasse un peu. C'est toujours difficile de prendre la parole après Xavier. J'ai la chance de travailler. Il y a un micro. Excusez-moi, ça marche ? J'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans au SAMU social. Ils n'entendent pas là-haut. Ils n'entendent pas ? Bonjour. On n'a qu'à le mettre là sous le menton. Vous m'entendez là ? Oui. Donc j'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans au SAMU social de Paris, en même temps que je travaillais aussi au SAMU médical. Et quand j'ai travaillé au SAMU social, je crois que j'avais un rêve. J'aurais voulu que le SAMU social soit un vrai SAMU social, non seulement pour les gens de la rue, mais aussi pour les gens à domicile. On voit des détresses à domicile qu'on ne voit pas dans la rue. Dans mon travail, j'ai souvent vu rencontrer à Paris des gens qui sont morts de faim dans le 16e arrondissement, qui pesaient plus que 35 kilos. Ces détresses, on ne les voit pas dans la rue parce que les gens sont sous nos yeux. Et le SAMU social, donc je l'ai quitté au bout de 15 ans, j'ai essayé de faire bouger les choses, de faire du médical dans le social, et c'était difficile. Et je crois, comme tu disais, on parle de codes, je crois que je n'avais pas les codes, qu'on ne s'est pas compris. Et il y a juste deux expériences que je trouve assez fantastiques, que j'ai pu mettre en place avant d'en partir. Une que Xavier voulait que je cite, c'était un partenariat avec la faculté de médecine, avec le professeur Alexandre Duguet, qui était vice-doyen à l'époque. Il acceptait que des étudiants en médecine, très jeunes, passent une nuit dans un camion du SAMU social qui font des maraudes. Et pour ces jeunes, ils sont plus de 1000 à l'avoir fait, et maintenant je pense près de 1500, des générations entières d'étudiants. Le fait d'être confronté avec nos équipes et d'aller à la rencontre de ces personnes, ça leur a complètement changé leur façon d'approcher la grande exclusion. Il y a une thèse de médecine qui a été faite, et il y a vraiment un avant-après, il suffit de pas grand-chose. De voir nos équipes, la manière toute simple dont elles les abordent, et c'est vrai que Xavier nous a appris toute une espèce de mise en scène pour aborder ces gens qui sont dans la grande exclusion, et qu'on a essayé de leur apprendre. Une autre expérience dont je suis assez contente aussi, c'est d'avoir pu mettre en place, pour lutter contre la tuberculose, qui est un fléau redoutable que vous connaissez, une équipe mobile de lutte contre la tuberculose. C'était une idée que Xavier, que j'ai mis en place. La tuberculose, il y a des structures pour dépister, c'est vrai, il y a des centres qui le font très bien, des centres médico-sociaux, des CMS. Une fois qu'on est dépisté, on peut aller dans ces structures. Et l'État déplace souvent des camions itinérants qui allaient à la rencontre des gens de la rue et des gens qui vivaient dans ces foyers. Mais il manquait un lien, toujours ce lien. Les gens étaient dépistés, ils mettaient un papier dans leur poche, et ils disaient très bien, mais quand on est dans la grande exclusion aussi, vous savez qu'on perd un peu les codes du temps, de l'espace, les codes du corps, les codes de l'altérité. Et les gens, souvent, ils ne savent plus quel jour on est.
Ils ne vous disent pas, docteur, j'ai pas d'agenda, je ne sais pas quelle journée, je ne sais pas quand ce sera mercredi, je ne sais pas lire, si je sais lire, je n'ai pas de lunettes. Et du coup, les gens n'allaient pas au rendez-vous. Et cette équipe, le travail de cette équipe de lutte, c'était, une fois qu'on avait repéré une personne tuberculeuse qui vivait dans la rue, c'était de tout faire pour la soigner. Et l'État nous a pris vraiment un peu pour des fous, en disant ça ne sert à rien. Et finalement, on a réussi à mettre en place, grâce à un laboratoire privé qui a eu confiance en nous et qui a fait en nous, et qui nous a permis de monter cette équipe. Et on a soigné et guéri des gens pour lesquels tout le monde avait baissé les bras. L'hôpital avait baissé les bras en disant vous n'y arriverez jamais, c'est même pas la peine. Xavier ? Juste pour te dire, pour vous en dire, que le traitement de la tuberculose, c'est tout chaque jour, ça. Oui, le traitement, effectivement, comme Xavier le rappelle, c'est un traitement qui est long, au moins 6 mois, et des médicaments à prendre tous les jours. Et notre pari a été d'accepter de soigner les gens dans l'endroit où vous acceptez de rester. Si les gens, par exemple, voulaient bien rester dans un centre d'hébergement d'urgence, vous avez la durée de séjour est limitée, on a tout fait pour que le centre garde 1 mois, 2 mois, voire 6 mois la durée du traitement. On s'est vraiment battu par centre après centre. Et puis quand les gens disaient vos centres, c'est très bien, mais il y a quand même des règlements, pour nous ces règlements sont trop difficiles, on ne les supporte pas, on veut rester dans la rue, et bien on est allé jusqu'à leur porter le traitement tous les jours dans la rue. Et à ce prix-là, on a réussi à soigner plus de 500 personnes depuis que cette mission existe. Le privé, après, n'a plus financé cette mission. L'État l'a prise à sa charge, en redevabilité utile. Et maintenant, cette mission, non seulement est parisienne, mais maintenant régionale au niveau de toute l'Île-de-France. C'est un bel exemple. Quand je suis partie du SAMU social, donc je suis retournée au SAMU Paris à temps plein. Et là, mon chef de service m'a permis de faire du social dans un monde médical. Et Xavier a pu nous rejoindre, il a son bureau maintenant au SAMU de Paris, et avec son aide, on est en train de monter des projets médico-sociaux, toujours essayer de retisser des liens entre le monde médical et le monde social. Et au SAMU de Paris, sur 100 appels qui arrivent, 10 représentent des urgences médicales graves. C'est un appel pour un infarctus, quelqu'un qui se plaint de douleur au milieu de la poitrine, qui fume 2 paquets par jour. C'est facile, pour nous c'est vraiment un infarctus, je fais la preuve du contraire. Et là c'est vrai que c'est notre cœur de métier, on sait bien faire. En moins d'une demi-heure, la personne sera sur le terre de coraux, dilatée et tout, elle sera vraiment guérie, on peut vraiment guérir de maladies aussi graves. Et ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et il y a plus de 30% des appels qui arrivent au SAMU sont des appels qu'on qualifie nous de médico-psychosociaux. Des appels qui sont souvent, par exemple, des personnes âgées qui ont un énorme problème social de solitude, qui ne peuvent pas l'exprimer. Elles vont appeler en disant « j'ai mal au cœur, j'ai mal dans la poitrine ». Il y a toujours un masque médical. Et il est important de savoir le dépister en dessous de cette demande d'apparence médicale. Sinon, ils vont se retrouver aux urgences où ils n'ont rien à faire. Ils vont se retrouver dans des circuits qui sont complètement inappropriés. Et ces appels, si vous voulez, je prends un exemple, si vous me permettez de vous l'expliquer, c'est par exemple une dame âgée qui tombe, elle va aux urgences, elle a le bras cassé, elle sort, donc elle prend l'écharpe, le bras droit en écharpe, et le médecin lui dit, vous avez des amis? Elle hésite un peu, elle dit, oui, vos amis vont s'occuper de vous. Elle rentre chez elle, évidemment, les amis, ils n'habitent pas à côté. Et au bout de 2 jours, elle a du mal à faire sa cuisine, tout, elle retourne. Elle retourne dans un service d'urgence, pas le même, parce qu'elle n'est pas une même à l'hôpital. Et là, pareil, elle retourne à domicile une 2e fois, et puis elle retourne encore une 2e fois. Cette fois-ci, on lui change son plâtre, et elle retourne encore chez elle, toujours pas préparée. Et un vendredi soir, parce que c'est souvent vendredi soir à 17h, un voisin m'appelle en disant, écoutez, elle est assise sur un tabouret, terrorisée, elle ne veut plus bouger. Que faire? Elle n'est pas retombée, il n'y a pas d'urgence médicale. Il y a une urgence sociale qui n'a pas été traitée. Moi, j'ai appris à connaître les structures sociales, les CLIC, en particulier à Paris, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique, je les appelle. Et je leur demande de voir s'ils peuvent résoudre ce problème. Le vendredi soir à 17h30, c'est vrai que c'est difficile. Mais ils vont se déplacer pour essayer de voir s'ils peuvent le résoudre. Et puis, ils me disent, Suzanne, c'est pas possible. Il faudrait mettre en place des aides, il faut du temps. Le social, c'est pas du tout, l'urgence n'est pas à la minute comme pour nous. Ils me disent, lundi, ça marche, mais pas ce soir. Alors, qu'est-ce qui me reste comme solution? C'est le retour à l'hôpital, mais un retour préparé. J'explique aux urgences, cette fois-ci, il faudra qu'elle ne sorte pas sans avoir vu l'assistance sociale et qu'il faut la garder ce week-end, même s'il n'y a pas de problème de santé. Et puis tout ça nous donne des idées pour mettre en place peut-être des structures comment dire, dans des EHPAD. On parlait des EHPAD tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait mettre dans des EHPAD des lits pour des week-ends pour justement dépanner. Donc on essaie au SAMU médical, dans ce monde de guerriers qui sont à l'urgence grave, d'insuffler un peu cette culture du social. C'est pareil, une personne âgée qui appelle parce que son conjoint, un Alzheimer, est complètement perdu.
et la personne hurle. C'est difficile, j'ai pas de solution miracle tout de suite, mais j'essaie de dédramatiser, de leur dire j'ai pas de solution, mais savez-vous qu'il existe, etc. Et j'essaie, mon rôle est de tout faire, de tisser des liens pour que les gens soient bien pris en charge. Une affaire que je peux raconter aussi, c'est celle d'une personne âgée qui m'appelle un dimanche soir à minuit et demi. Elle me dit, docteur, je vous appelle, j'ai rien à boire, j'ai pas d'eau. Alors je lui dis, j'ai pas de bouteille d'eau. Je dis, mais je sais pas, buvez l'eau du robinet. Il me dit, ah ben attendez, je suis dans mon lit, je suis paralysée, et mon aide-soignant n'est pas venu dimanche soir. Que faire? Donc j'essaie d'appeler le centre, évidemment, nous sommes en congé, rappelez-nous lundi. J'essaie de mobiliser les voisins. Les voisins ne répondent pas ou me disent, écoutez, ça fait 3 fois qu'on y va, c'est plus possible. J'essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce qui me reste comme solution? Je ne vais quand même pas l'hospitaliser. Alors je me rappelle que ce jour-là, j'ai un peu enfreint les règles du SAMU social. J'ai réussi à trouver une équipe du SAMU social. Chaque nuit, dans la Paris, il y a 6 équipes de marauds qui vont à la rencontre des personnes à la rue. De manière exceptionnelle, je leur ai demandé d'aller voir une personne. Cette personne, pour leur rentrer chez elle et la faire boire. La clé était sous le pavillon, c'était facile. Sinon, j'aurais été obligée d'envoyer les pompiers qui l'auraient sans doute hospitalisé, ce qui n'était pas du tout nécessaire. Mais c'est vrai que j'avais enfreint des règles et ça m'a été beaucoup reproché. Faire ce lien social-médical. Donc mon travail actuellement est de faire ça. Et on a monté une équipe, on a appelé équipe mobile d'urgence, médico-sociale. On a monté il y a une année à peu près. Et pour l'instant, je suis à mi-temps sur ce projet. On s'est battu pendant 1 an. On vient enfin d'avoir une assistante sociale qui va nous rejoindre, j'espère, début janvier. C'était une bagarre pas possible. Et là, je crois qu'on était face à des tracasseries administratives et on parlait du rôle des ARS et tout. Et c'est vrai, c'est pas simple et qu'on veut innover, qu'on veut créer. Et on va avoir une assistante sociale. Et puis j'espère qu'on essaiera de répondre au mieux à tous ces appels qui nous arrivent et qu'on essaiera de trouver des solutions humaines et dignes parce qu'on est confronté aussi à de nouvelles, quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. On voit des gens très âgés, de 105 ans, qui sont pris en charge par des enfants qui ont 85 ans. Et quand on a 85 ans, gérer des parents de 105 ans, c'est vraiment difficile et c'est très culpabilisant. Et les gens n'osent pas se plaindre. Ils aident et à un moment ils craquent complètement. Et notre rôle aussi, c'est peut-être pas la mission première du SAMU, mais quand tu parles de la filière manuelle, tout ce qui passe entre les mains, il aboutit au SAMU. Et notre rôle, c'est d'essayer on essaie de faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je repasse la parole à Xavier. Juste un mot, parce que j'ai une tribune que je m'agrippe pour dénoncer quelque chose qui à l'époque était une avancée. C'est la loi de juin 1975 qui a séparé le sanitaire du social. Pour des raisons de budget, pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'éducation. Voilà, et on en est resté là. Quand on est les grands experts, et il y a des experts dans le social, des experts dans le médical, les guerriers du SAMU, des grands experts, mais plus vous êtes expert, plus vous êtes coupé de l'universel, et moins vous regardez l'expertise du voisin. Au contraire, vous n'avez même pas de mépris, mais enfin, un sentiment de protection. C'est du social. Tout est du social. Et tout commence par du social. Je ne parle pas de la psychiatrie parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Mais il va en parler. Et la deuxième chose, je voudrais finir sur l'anecdote, je ne veux pas monopoliser la soirée. C'est une métaphore qui m'est arrivée, que Suzanne connaît, enfin, les oreilles ont rebattu avec cette histoire qui m'est arrivée. Un clochard, jeune, dans le rue de Paris, le long d'un mur. Bon, il est un peu picolé, mais il est tout... il n'est pas présentable, le moins qu'on puisse dire. Il est sale, et puis... mais c'est un jeune type. Il est le long du mur. Et vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous ne pouvez pas ne pas avoir le cœur brisé devant un jeune gars comme ça. Et vous réfléchissez, mais qui appeler? Qui appeler? Dans quelle structure je vais le mettre? Et qu'est-ce que je peux faire pour lui? Bon, je vais lui dire bonjour, peut-être lui donner 2 sous. Je peux rien faire. Et vous passez votre chemin. Seulement, dès que vous avez le dos tourné, le gars se lève, fait quelques pas en titubant, il s'appelle très bien où il est. Il descend du trottoir. À ce moment-là, il y a une voiture qui arrive et il est par terre dans le sang. Et là, tout le monde sait quoi faire. Tout le monde sait quoi faire. On appelle le 15,
On appelle le 18, on appelle tout ce qu'on veut. Tous les gens se connaissent, les gestes de réanimation. Donc, les gens, de nos jours, on sait quoi faire quand les gens ne sont réduits à un organisme, et on ne sait pas quoi faire quand les gens sont un homme social. Ça m'est arrivé, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, le beau réanimateur que voilà.